Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 5 mars. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion d'évaluation portant sur le bilan des opérations d'exportation des matières et produits algériens ainsi que les procédures inhérentes à ces opérations. Sommet extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe tenu au Caire, l'Algérie met en avant la nécessité de préserver et de respecter l'indépendance de la décision palestinienne. Appelons à se mobiliser autour du peuple palestinien en vue de soutenir la consolidation du cessez-le-feu. Économie, les ports commerciaux du pays adoptent un nouveau régime de travail. Désormais, c'est du 24 heures sur 24 et du 7 jours sur 7 pour assurer un service continu des activités commerciales. L'exemple au port de Béjaïa dans cette édition. À l'étranger, en France, la haine déployée par l'extrême droite se propage pour toucher les chaînes publiques françaises avec la diffusion de reportages évoquant une prétendue ingérence algérienne en France. En réalité, ces programmes répondent à un agenda politique bien précis. Au 5e jour du Ramadan du mois sacré, on parlera santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques qui devraient consulter avant d'observer le jeûne du mois de Ramadan et afin d'être accompagnés pour prévenir les risques. Bienvenue à tous. Nous disions à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion d'évaluation portant sur le bilan des exportations des matières et produits algériens ainsi que les procédures inhérentes à ces opérations. La réunion s'est tenue en présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre des Finances, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations ainsi que le directeur général des douanes. Réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui est consacrée à l'examen des moyens et renforcement de la sécurité énergétique dans le cadre de la vision stratégique du président de la République. Et à cet effet, les grands axes de la feuille de route relative à la diversification des sources d'énergie dans la production d'électricité ont été présentés en mettant particulièrement l'accent sur les mesures et projets visant à développer les capacités nationales en énergie renouvelable et à accroître leur contribution à la production d'électricité. Dans le cadre du suivi de l'activation du foncier économique orienté vers l'investissement, le gouvernement a écouté une présentation sur les mesures prises pour l'activation de l'Agence nationale du foncier touristique. Par ailleurs, le gouvernement a écouté un exposé sur la rentrée de la formation professionnelle du mois de février 2025. Enfin, le gouvernement a étudié les moyens de relancer et d'adapter le programme Famille productive qui vise à renforcer les mécanismes d'accompagnement et de soutien aux familles démunies. Les travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet tenu hier au Caire ont été consacrés à l'examen de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines chargé par le président de la République de représenter l'Algérie à cet événement, a prononcé une allocution à l'occasion. Ahmed Attaf a mis en avant la nécessité de préserver et de respecter l'indépendance de la décision parlementaire, appelant à se mobiliser autour du peuple palestinien en vue de soutenir la consolidation du cessez-le-feu et le lancement des efforts de reconstruction dans la bande de Gaza après plus de 15 mois d'agression sioniste. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. L'Algérie s'associe aujourd'hui aux voix de ses frères arabes pour réaffirmer son rejet catégorique des plans visant la déportation des Palestiniens, dénoncer les tentatives désespérées de séparer Gaza du reste des territoires palestiniens et condamner toutes les manœuvres incessantes visant à annexer la Cisjordanie et à la détacher de son giron palestinien authentique. L'Algérie insiste par ailleurs sur la nécessité de préserver et de respecter l'indépendance de la décision palestinienne, notamment face aux velléités récentes visant à marginaliser la voix palestinienne et à l'exclure des démarches post-agression contre Gaza. Ces démarches doivent renforcer et non pas affaiblir les fondements de notre cause et clarifier et non pas brouiller ses contours sur la voie de l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain.
Nous sommes aujourd'hui appelés à nous mobiliser aux côtés de nos frères palestiniens qui ont besoin de notre soutien pour consolider le cessez-le-feu, lancer les efforts de reconstruction et raviver la flamme d'une solution juste, durable et définitive à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain avec El-Quds pour capitale. Nous le disions en titre, c'est en réponse aux instructions et directives du président de la République que le régime de travail dans les 6 ports du pays sera modifié. Les ports commerciaux passent désormais au système de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce pour assurer un service continu des activités commerciales. L'exemple à Béjaïa, où on a mis les bouchées doubles en déployant tous les moyens matériels et humains, notamment au niveau des zones de traitement et de transit des marchandises. Maline Damis, regardez. Le port de Béjaïa passe à la vitesse supérieure. Désormais, les services fonctionnent en continu pour répondre aux exigences de la nouvelle dynamique économique, conformément aux instructions du président de la République. Les efforts s'intensifient à travers les différents terminaux à conteneurs et zones de transit. Conformément aux instructions émises par les hautes autorités visant à garantir le fonctionnement des ports du pays 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'entreprise portuaire de Béjaïa a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour mettre en œuvre cette directive. Il est minuit et l'activité bat son plein en port avec le déchargement des conteneurs et la poursuite des opérations en coordination avec les différents services. Cette nouvelle dynamique reflète l'engagement des différentes parties prenantes à l'application de cette directive sur le terrain. Le travail se poursuit sans interruption au niveau de tous nos services, notamment l'inspection principale des opérations commerciales et les équipes opérationnelles pour assurer un service continu au port. Tous les vétérinaires et inspecteurs vétérinaires ont été mobilisés au niveau du port pour faciliter les procédures administratives et accélérer l'octroi des autorisations nécessaires. Cette mesure permettra de réduire considérablement les délais de séjour des navires. Cette mesure bénéficie aux opérateurs économiques et permet de réduire le délai de traitement des conteneurs qui passe de 20 jours à 4 jours seulement. Nous avons mis en place un système informatique de pointe utilisant des tablettes électroniques afin de fluidifier et d'optimiser l'activité au sein du terminal méditerranéen de Béjaïa. Assurer la continuité du service portuaire contribuera à améliorer la performance de ces infrastructures stratégiques. Toutes les mesures nécessaires ont été prises et les moyens humains et matériels mobilisés pour assurer un fonctionnement en continu. Cet engagement vise à garantir un service ininterrompu au port de Béjaïa, à optimiser son efficacité et à renforcer ses capacités opérationnelles. Ce nouveau système de travail apportera plus d'efficacité, de fluidité et une meilleure réactivité au niveau des infrastructures portuaires et par ricochet au transport maritime et au commerce extérieur, en phase avec la dynamique économique que connaît actuellement le pays. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. La coopération algéro-italienne se renforce au-delà des hydrocarbures pour toucher des domaines comme la sidérurgie. Le complexe Tosyali Algérie renforce sa présence à l'international avec l'exportation de 30 000 tonnes de plaques d'acier vers l'Italie pour 16 millions de dollars avec des livraisons en hausse. Il vise 2 milliards de dollars d'exportation d'ici 2026, nous dit Amira Sefta dans ce reportage. Regardez. Le complexe sidérurgique Tosyali, implanté à Btewa, accélère ses exportations. 30 000 tonnes de plaques d'acier viennent d'être expédiées vers l'Italie depuis le port d'Arze, pour une valeur estimée à 16 millions de dollars. C'est la 3e opération du genre en 2025, après des livraisons vers l'Espagne et la Turquie. Avec une capacité de production annuelle de 2,5 millions de tonnes, Tosyali vise une montée en puissance, avec des exportations estimées à 200 millions de dollars dès la fin du premier trimestre. Cette opération d'exportation intervient après la mise en service de l'unité de production de tôle d'acier du complexe Tosyali, entrée en activité en octobre dernier. L'ambition du groupe, atteindre 2 milliards de dollars d'exportation en 2026 et renforcer sa présence sur le marché européen. Des contrats ont déjà été signés avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et l'Italie, et des expéditions sont prévues vers les États-Unis et l'Amérique latine. Avec ses performances, Tosyali confirme son rôle clé dans l'industrialisation et l'exportation de l'acier algérien.
À l'étranger, en France, s'attaquer à l'Algérie dans les médias français devient une habitude. La haine déployée par l'extrême droite se propage pour toucher cette fois des chaînes publiques comme France 2, qui a diffusé récemment un reportage intitulé « Quand Alger veut faire taire ses opposants ». Ce sujet, qui se veut une enquête sur une prétendue ingérence algérienne en France, s'apparente en réalité à une opération de communication au service d'un agenda politique bien précis, nous dit Mejda Djahmoun dans ce compte-rendu. Regardez. Les médias publics français, jusqu'à présent, s'étaient tenus à l'écart des campagnes hostiles à l'Algérie, contrairement aux chaînes contrôlées par Vincent Bolloré, relais des courants les plus extrémistes de la droite française. Le reportage diffusé sur France 2 accuse l'Algérie d'opérer sur le sol français pour faire taire ses opposants en s'appuyant sur des témoignages de figures appartenant à la mouvance terroriste du MAC et d'anciens militants marginalisés. Selon ces allégations, l'Algérie chercherait à récupérer ses opposants en mettant des actions d'influence auprès de sa diaspora. Pourtant, l'Algérie, par la voix du président de la République Abdelmajid Tebboune, n'a jamais caché sa volonté d'impliquer tous ses enfants, où qu'ils soient, dans le développement national, et l'initiative de rassembler l'Mchaml, lancée en 2022, s'inscrit pleinement dans cette dynamique de dialogue et d'unité. Connue pour ses ingérences et ses opérations secrètes prouvées, la France tente aujourd'hui de se poser en victime. Et la diffusion de ce reportage coïncide avec le marasme socio-économique que traverse l'Hexagone, asphyxié par une dette de plus de 3 000 milliards d'euros. Parallèlement, l'Algérie a diversifié ses partenariats économiques et défend ses intérêts stratégiques, et donc la France a perdu sa position privilégiée. Certains politiciens nostalgiques de l'Algérie française, héritiers de l'OAS, alimentent ces campagnes de désinformation contre une Algérie libre et souveraine. À l'étranger toujours, les violations des libertés au Sahara occidental interpellent les organisations internationales. Le groupe de Genève a appelé l'ONU à mettre en place un mécanisme urgent de surveillance des droits humains au Sahara occidental. Il dénonce les entraves imposées aux observateurs internationaux et l'absence de protection des civils face aux violations commises par les forces d'occupation marocaines. Amira Sefta. Le groupe de Genève, soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, a appelé les Nations Unies à instaurer de toute urgence un mécanisme de surveillance des droits de l'homme, afin de documenter les violations commises par les forces d'occupation marocaines. Monsieur le Président, le groupe demeure profondément préoccupé par la négation persistante du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, soumis à une occupation partielle par le Maroc depuis 1975, et ce, malgré les appels répétés de l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. Notre soutien reste constant et inébranlable pour garantir le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux. Malgré ces appels répétés, le groupe a souligné que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est empêché d'accéder au territoire sahraoui occupé depuis 9 ans. Il dénonce également l'absence d'un mécanisme indépendant et global pour surveiller la situation des droits humains, ainsi que la répression des libertés fondamentales dans les territoires sahraouis occupés. Il est impératif que l'ONU agisse immédiatement pour protéger les civils sahraouis sous occupation, lever le blocus imposé aux observateurs internationaux et mettre en œuvre les recommandations et résolutions du Conseil de sécurité qui insistent sur l'envoi de missions de surveillance de la situation des droits humains au Sahara occidental. Les demandes du groupe de Genève s'appuient sur la légitimité du droit international, rejetant toute tentative de normalisation de l'occupation marocaine du Sahara occidental. Elles mettent en garde contre les conséquences juridiques et politiques de cette situation sur le processus de règlement pacifique du conflit. Et le président ukrainien a déclaré ce mercredi qu'une paix durable était tout à fait réalisable si l'Europe et les États-Unis œuvraient ensemble. Le président américain Donald Trump avait affirmé de son côté avoir reçu l'assurance de Volodymyr Zelensky pour des négociations en vue d'une paix durable avec la Russie. C'est ce que nous dit Yamina Saïdji. Regardez.
Après plus de 3 ans, l'espoir d'une issue au conflit en Ukraine semble se dessiner. Les récentes déclarations du président américain Donald Trump affirmant que Volodymyr Zelensky est prêt à négocier ont ravivé les espoirs sur une possible résolution du conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux qu'il voulait un avenir sûr pour son peuple, pas un cessez-le-feu provisoire, mais la fin de la guerre une fois pour toutes, estimant que cela est tout à fait réalisable avec les efforts coordonnés des pays européens et le leadership des États-Unis. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole, a jugé cette approche globalement positive, tout en rappelant que des obstacles subsistent, notamment l'interdiction légale pour le président ukrainien de négocier directement avec Moscou. Ce dernier a néanmoins affirmé être prêt à rencontrer Vladimir Poutine, mais dans le cadre de toute négociation pour mettre fin au conflit. Zelensky demande de solides garanties de sécurité de la part de ses alliés occidentaux. Vladimir Poutine répète lui aussi régulièrement être prêt à négocier sous conditions exigeant notamment la démilitarisation de l'Ukraine et la reconnaissance de l'annexion des territoires occupés, des demandes que Kiev juge inacceptables. Les dernières évolutions diplomatiques, combinées aux difficultés de l'Ukraine sur le front et à la suspension de l'aide militaire américaine, semblent accélérer la recherche d'une issue politique. L'avancée russe, bien qu'importante, a ralenti ces dernières semaines et le contexte semble propice à une nouvelle dynamique. L'administration américaine insiste sur l'importance de négociations privées entre les différentes parties pour créer un climat de confiance et favoriser un règlement durable. En somme, le succès des efforts diplomatiques dépendra de la capacité des parties prenantes à s'engager dans un dialogue constructif, à faire preuve de flexibilité et à rechercher un compromis qui garantira une paix stable et durable. Décès aujourd'hui d'Al-Hadja Al-Hurra Tijani, épouse du calife général de la confrérie Tijaniya, Cheikh Sidi Ali Blarbi, et fille de l'ancien calife général Feu Moujahid Sidi Abdel Jabbar. La défunte sera inhumée demain au cimetière Aïn Sidi Mohamed Al-Boudali à Aïn Madi dans la wilaya de Larwat. Dans l'actualité également, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période allant du 26 février au 4 mars plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a capturé à Tamanrasset le terroriste recherché Malawi Tahar et récupéré un lance-roquettes RPG-7, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil mitrailleur, une quantité de munitions et d'autres effets. Dans le même contexte, 3 terroristes sont rendus aux autorités militaires de Bourj Beji Mukhtar en 6e région militaire. Il s'agit des dénommés L'Arbi Ladmi, dit Saddam, Italamin, dit Hudayfa plutôt, et Ben Khia, Siwit, dit Abu Daoud. Les 10 terroristes avaient en leur possession 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 autres armes à feu, une quantité de munitions et d'autres effets. De même, des détachements de l'ANP ont arrêté 10 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, les détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 36 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 31 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 929 875 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bourj Beji Mukhtar, Aïn Salah Hijanet, des détachements de l'ANP ont arrêté 244 individus et saisi 33 véhicules, 265 groupes électrogènes, 159 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et pierres explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 44 autres individus ont été arrêtés. Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil mitrailleur, 3 fusils de chasse et 7 fusils à pompe, 18 730 litres de carburant ainsi que 8 quintaux de tabac et 9 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis, et ce lors de différentes opérations. Par ailleurs, 716 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN.
Et nous terminons donc avec ce sujet en rapport avec le jeûne du mois de Ramadan, qui est un pilier de l'islam certes, mais l'accomplissement de cet acte n'est pas sans danger pour certains, notamment les personnes vivant avec une maladie chronique comme le diabète ou l'hypertension artérielle. D'ailleurs, les spécialistes rappellent à chaque mois sacré la nécessité de consulter son médecin traitant pour l'autorisation de jeûner ou pas, et surtout pour un accompagnement qui prévient les risques de décompensation. Compte rendu de Feriel Chir dans son reportage. Regardez. De nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension s'interrogent. Peut-elle jeûner sans danger pour leur santé? Pendant le ramadan, il ne faut pas négliger ces maladies chroniques comme le diabète et l'HTA. Donc ce que je conseille, de suivre les règles diététiques, de prendre leur traitement, de consulter leur médecin et de ne pas dire que pendant le ramadan, tout va aller très bien. C'est après que les complications vont être découvertes. Un suivi régulier est essentiel afin d'éviter les complications et de profiter pleinement des bienfaits du mois sacré. D'abord, nous avons au moins 10% de notre population qui est dans le prédiabète et souvent ils l'ignorent, ils ne font pas des bilans de santé et nous refusons, nous ne voulons pas qu'ils basculent dans le diabète après le ramadan parce que c'est ce qu'on constate à chaque fois. Donc faites-vous un bilan, il est encore temps. Jeûner, d'abord c'est un repos physiologique, vous allez donner congé à vos organes, il n'y a pas de glucides, le pancréas ne va pas produire d'insuline, le stomac ne va pas prendre d'acide d'HCl, donc il y a des bénéfices. Et c'est l'occasion pour l'organisme de faire sa toilette, son nettoyage. Le foie va convertir son glycogène en glucose, donc on va détoxiquer l'organisme. Il va y avoir une stimulation cellulaire, une amélioration de l'immunité. On améliore certains paramètres, les lipides, l'inflammation. Donc il y a énormément de mais c'est pour ça que Dieu... Mais le problème, c'est de ne pas... Ce qu'on a gagné la journée, il ne faut pas le perdre le soir à table par une suralimentation. Les spécialistes recommandent un suivi médical régulier, ainsi qu'une bonne hygiène de vie. C'est quoi hygiène de vie? Je l'assimile à un édifice qui va reposer sur des piliers. Le premier pilier, c'est d'avoir une alimentation saine. C'est-à-dire, elle est variée, elle est équilibrée, elle est modérée et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Le deuxième pilier, c'est la pratique d'une activité physique. Vous ne pouvez pas dissocier la diététique de l'activité physique. Donc, il faut avoir une activité physique adaptée à tout un chacun, selon son âge, selon sa pathologie. Comme on dit en arabe, haraka baraka, parce que l'activité physique a des bénéfices. Le troisième pilier, c'est la perte de poids. En prenant les précautions nécessaires, chacun peut profiter sereinement des bienfaits du mois sacré, tout en préservant son bien-être. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 18 h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Sahaf Torkom. Demain, vous aurez le grand plaisir de retrouver Sabrina Rouabah. À très bientôt. Au revoir.